L'Allemagne est manifestement une économie avancée. Mais elle pratique l'économie moderne d'une manière un peu différente du reste du monde. Ce qui peut jouer en sa faveur. Alors que le monde entier est en proie à des difficultés, l'Allemagne connaît une croissance lente mais régulière. À première vue, le pays n'est pas particulièrement remarquable. L'Allemagne n'est pas riche en ressources naturelles, mais elle n'est pas une plaque non plus tournante commerciale située au centre des océans mondiaux et sa population est importante, mais pas énorme comparée à celle de la plupart des superpuissances économiques. Malgré cette apparente médiocrité, l'Allemagne est la 4e économie mondiale. Et si la tendance actuelle se poursuit, elle sera la 3e d'ici la fin de la décennie, dépassant l'économie stagnante du Japon. Elle y est parvenue en dépit des défis économiques mondiaux et régionaux qui ont tous affecté ses pairs et voisins les plus proches, bien plus que l'Allemagne elle-même. Le facteur manquant pourrait être la forme unique de gestion économique que l'Allemagne a défendue au cours des 70 dernières années et qui tente de combiner les meilleurs facteurs du capitalisme, de la concurrence, de l'initiation à l'innovation et de l'efficacité du marché libre avec des politiques sociales fortes qui ne se font pas nécessairement aux dépens de tous ces facteurs mais qui les complètent. Il est difficile d'affirmer qu'avec tous les succès rencontrés par l'Allemagne, cela n'a pas bien fonctionné. D'ailleurs, cela pourrait même mieux fonctionner encore dans d'autres économies à travers le monde. Malheureusement pour l'Allemagne, de nombreux défis auxquels elle est confrontée aujourd'hui seront beaucoup plus difficiles à relever. La guerre en Ukraine, le Brexit et le ralentissement mondial de la demande de produits tels que les voitures neuves sont autant de facteurs qui vont spécifiquement nuire à l'Allemagne plus qu'à n'importe quelle autre économie avancée dans le monde. La prochaine décennie pourrait donc être le test ultime pour savoir si le style unique de gestion économique de l'Allemagne a juste eu de la chance ou si c'est vraiment quelque chose que nous devrions étudier et intégrer dans nos propres économies. Enfin, les économistes devront répondre à quelques questions simples. Quel a été le moteur de la production économique de l'Allemagne ? A-t-elle vraiment trouvé le bon équilibre entre les protections sociales et l'efficacité du marché ? Enfin, ces récents défis vont-ils pousser l'économie la plus importante et la plus influente d'Europe vers la stagnation économique ? Une fois que nous aurons fait tout cela, nous pourrons placer la 4e économie mondiale sur le classement de l'économie expliquée. Tous les pays avancés du monde ont aujourd'hui des systèmes de gestion économique très similaires. Ce sont principalement des économies capitalistes axées sur le marché, avec une liste uniforme d'interventions gouvernementales, telles que les impôts, la protection sociale, l'investissement dans le bien commun, les contrôles du marché et les politiques commerciales internationales. Toutes ces économies avancées ont une forme d'imposition qui sert à financer indirectement tout ce que fait le gouvernement. L'une des dépenses les plus importantes est la protection sociale, qui va du paiement des personnes qui ne peuvent pas trouver de travail à celles qui ne peuvent pas travailler en raison d'un handicap, en passant par la protection sociale ciblée, comme les allocations familiales. Les prestations sociales tendent à remplir plus d'un objectif économique unique. Elles servent avant tout à s'assurer que les gens ne meurent pas de faim ou ne soient pas contraints de recourir à la criminalité pour subvenir à leurs besoins, ce qui est évidemment très important. Mais l'aide sociale est aussi un outil efficace pour contrôler l'économie. Si la demande des consommateurs ralentit, l'augmentation des prestations sociales l'accroîtra à nouveau. Toutes choses égales par ailleurs. Même des facteurs tels que la baisse des taux de natalité peuvent être influencés par des programmes de protection sociale qui contribuent à réduire le coût de l'éducation des enfants dans les économies hautement industrialisées. Certaines économies vont même plus loin, comme la Pologne, qui paye les gens pour qu'ils aient des enfants parce qu'elle sait que son économie se portera beaucoup plus mal si les tendances démographiques actuelles se poursuivent. Nous allons consacrer une vidéo entière à ce sujet le mois prochain, donc je ne veux pas trop en dévoiler ici, mais assurez-vous de vous abonner pour ne pas la manquer. Quoi qu'il en soit, cela démontre que les impôts et la protection sociale servent autant à contrôler l'économie qu'à augmenter les recettes publiques et à s'assurer que les gens sont pris en charge. Cela vaut pour toutes les économies avancées, quelle que soit la place qu'elles occupent sur un spectre arbitraire gauche-droite. Bien sûr, certains pays ont des impôts moins élevés et une protection sociale moins généreuse, mais toutes les économies avancées les ont et les utilisent pour contrôler des marchés supposés libres. Une autre chose que toutes les économies avancées ont en commun est le contrôle de la manière dont les acteurs du marché se comportent. Si quelqu'un accepte de payer 10 000 $ à quelqu'un d'autre pour construire une clôture autour de sa maison, le gouvernement doit mettre en place des systèmes pour s'assurer que cet accord sera respecté. Si le propriétaire essaye de ne pas payer le constructeur de la clôture, ce dernier doit disposer de systèmes lui permettant de récupérer son argent sans avoir recours à la violence. A l'inverse, si le constructeur installe une clôture totalement inutile, faite de rubans adhésifs et de bambou, le propriétaire ne devrait pas être contraint de payer pour cette prestation. Sans de tels contrôles, même une action économique aussi simple que l'installation d'une clôture pourrait s'avérer très difficile à réaliser.
Étant donné que les économistes avancés reposent sur la coopération entre de grandes entreprises travaillant sur des projets qui peuvent parfois durer des années, voire des décennies, il est essentiel que les problèmes puissent être résolus rapidement et équitablement. Sans cela, les industries responsables de l'ajout de toute la valeur à notre monde moderne ne pourraient tout simplement pas fonctionner. Encore une fois, même les plus grands défenseurs de la libre entreprise et des marchés libres reconnaissent l'importance de ces systèmes. Et, encore une fois, toutes les économies avancées en sont dotées. Une autre caractéristique commune à toutes les économies avancées est l'accent mis sur les investissements dans des projets qui profitent au bien commun. Qu'il s'agisse d'infrastructures permettant à l'industrie et aux particuliers de mener leurs activités ou de domaines tels que l'éducation et la défense. Si on avait le choix, personne ne paierait pour construire une autoroute que tout le monde peut emprunter ou ne dépenserait pas son argent pour une armée qui assure la sécurité de tous. Soit quelqu'un d'autre paiera et de l'argent aura été économisé, soit personne ne paiera et il vaudra mieux alors acheter ces services exclusivement pour soi-même. Les biens et services tels que les forces de défense et les routes sont ce que les économistes appellent des biens non exclusifs. C'est-à-dire que tout le monde peut les utiliser, quelle que soit la contribution apportée à leur financement. Mais ils ont toujours une valeur économique considérable. Les impôts, la protection sociale, l'investissement dans le bien commun, le contrôle des marchés et le contrôle du commerce international sont des caractéristiques communes à toutes les économies avancées. Nous les avons examinées en détail ici car c'est important de montrer que les économies performantes sont toutes gérées de la même manière, avec beaucoup plus de similitudes que de différences. La raison pour laquelle cela est si important lorsque l'on étudie un pays comme l'Allemagne, c'est que cela montre qu'une fois que tous ces éléments sont gérés efficacement, la situation d'un pays a un impact beaucoup plus important sur la physionomie de son économie que ce que la plupart des économistes voudraient bien admettre. D'innombrables fois sur cette chaîne, nous avons cité la Norvège comme étant l'exemple d'une économie parfaite. Ce qui n'est en fait qu'une plaisanterie. Oui, bien sûr, la Norvège est une économie très prospère, avec un niveau de vie extrêmement élevé et un système de protection sociale solide. Mais quiconque a regardé la vidéo depuis bien avant que je sache utiliser Adobe Premiere saura qu'elle n'a pu offrir ce luxe économique que parce qu'elle est assise sur d'énormes réserves de combustibles fossiles et qu'elle n'a pas ressenti le besoin de transformer ses profits pétroliers en îles artificielles. Il n'est pas tout à fait juste de comparer la manière dont un petit pays riche en pétrole comme la Norvège choisit d'affiner ses contrôles par rapport à un pays beaucoup plus grand, plus diversifié et moins spécifiquement riche en ressources, comme les États-Unis. La Norvège pourrait choisir de dépenser davantage pour sa protection sociale sans augmenter ses taxes, et de combler la différence avec les revenus des droits de forage ou de sa compagnie pétrolière publique. En ce qui concerne l'Allemagne, la question de savoir comment équilibrer ses contrôles est vraiment importante. La bonne nouvelle, c'est qu'une économie dans laquelle le plus grand débat économique porte sur la manière d'ajuster ces facteurs se porte généralement bien. Prenons l'exemple d'une économie A et d'une économie B. Ces deux économies sont à peu près de la même superficie. Ces deux économies sont à peu près de la même superficie et une population d'environ 85 millions d'habitants. L'économie A mis en place ses contrôles économiques et les gouvernements successifs sont soit réélus, soit éliminés, en grande partie en fonction de la manière dont ils gèrent ces contrôles. L'économie B, quant à elle, applique ses contrôles de manière assez aléatoire, mais elle dispose de certaines des plus grandes réserves de ressources naturelles au monde. Toute chose égale par ailleurs, l'économie B devrait être plus importante, mais si vous ne l'avez pas encore deviné, il s'agit en fait d'économies réelles, à savoir l'Allemagne et l'Iran. Sur la base des seuls avantages dont il dispose au départ, l'Iran devrait être une économie beaucoup plus importante, mais elle est en fait 10 fois plus petite que l'Allemagne. Il est donc essentiel qu'une économie mette en place ces systèmes. Une fois que cela est fait, elle devrait mieux s'en sortir. L'approche spécifique de l'Allemagne pour parvenir à cet équilibre s'appelle le capitalisme rhénan. L'économie allemande telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existe réellement que depuis 33 ans. Avant cela, elle a été divisée entre l'Est et l'Ouest pendant près d'un demi-siècle, avec la région de l'Est contrôlée par les soviétiques, à l'Est et celle de l'Ouest par les capitalistes. Mais même avant la réunification, l'économie de l'Allemagne de l'Ouest était gérée par ce que les économistes appelaient le capitalisme rhénan. Il s'agit toujours d'un système de marché libre dans lequel la plupart des activités industrielles sont réalisées par des entreprises privées dans un but lucratif, et où les gens travaillent dur pour être payés afin de pouvoir acheter davantage. Cependant, les interventions de l'État sont beaucoup plus nombreuses que celles que l'on retrouve généralement dans des marchés plus libres comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, l'un des pays les plus proches de l'Allemagne. Au départ, on pensait que l'un des principaux facteurs de promotion de ce système était la nécessité de rendre les travailleurs heureux avec un système de marché libre, alors que l'Europe était divisée entre les socialistes et les capitalistes.
Le capitalisme rénant est un compromis qui garantissait que les travailleurs seraient toujours pris en charge et bénéficieraient du système de marché, de sorte qu'ils n'auraient pas l'idée de s'emparer des moyens de production ou de toute autre absurdité. Cela ne signifierait pas pourtant que le capitalisme rénant ou que toute autre économie sociale de marché soit socialiste. Je comprends que cela puisse prêter à confusion, mais ce n'est pas si difficile à comprendre. Les solides protections des travailleurs et les politiques sociales de l'Allemagne sont toutes en place pour soutenir son système de marché. L'Allemagne ne regorge peut-être pas de ressources naturelles, mais elle dispose d'une population incroyablement bien éduquée qui a contribué à la création de nombreuses grandes entreprises. Ces dernières sont devenues des compagnies internationales, beaucoup plus précieuses et beaucoup plus durables, exportant énormément de biens et de services. Elles comprennent des constructeurs automobiles et des fabricants de vêtements de sport mondialement connus. Mais aussi, et c'est peut-être le plus important, un grand nombre d'autres entreprises qui sont responsables des investissements en capital de notre économie mondiale moderne. En économie, le capital est tout simplement ce qui permet de fabriquer des choses, et l'Allemagne regorge d'entreprises telles que Bosch, Siemens, CAP et ThyssenKrupp, qui construisent les outils que toutes les autres économies du monde utilisent pour fabriquer les produits que nous consommons en tant que consommateurs. L'Allemagne compte également un grand nombre de petites et moyennes entreprises hautement techniques, qui profitent plus qu'elles ne sont entravées par le capitalisme unique du pays. Il est très difficile de créer une entreprise sans disposer d'une sorte de filet de sécurité sur lequel s'appuyer. Le fait que les gens soient bien entourés dans le système allemand signifie que les travailleurs sont à la fois plus enclins à créer une entreprise et à accepter de travailler pour une société plus petite et plus risquée. Bien que les gens confondent le système allemand avec une sorte de socialisme diététique, Berlin a été largement considérée comme la capitale européenne de la création d'entreprises, et nombre de ces entreprises seront un jour des sociétés mondiales à l'origine du développement de l'économie allemande. En s'attachant à rendre son personnel aussi productif que possible, même si ce n'était à l'origine que pour l'empêcher de passer au rouge soviétique, l'Allemagne s'est aujourd'hui dotée d'une économie très solide. Le pays dispose de travailleurs intelligents et soumet ses entreprises à des normes très strictes, ce qui lui permet de bénéficier de la réputation qu'il s'est forgée. Les gens partent du principe que tout ce qui est conçu et fabriqué en Allemagne est de meilleure qualité que ce qui a été fabriqué presque partout ailleurs dans le monde. Si l'on demandait à quelqu'un par hasard pourquoi l'Allemagne est la plus reconnue aujourd'hui, l'ingénierie figurait probablement au premier rang de sa réponse, avec la bière et les bretzels. Même si les produits allemands ne sont pas nécessairement de meilleure qualité, les gens sont prêts à payer le prix fort pour les obtenir. Ce qui est plus précieux pour l'économie que ne seront jamais les ressources naturelles. Mais cela ne signifie pas que l'économie allemande a la vie facile, bien au contraire. Des défis sans fin. La réunification de l'Allemagne a peut-être été l'une des procédures économiques les plus difficiles jamais réalisées. Le défi consistait à combiner deux économies très différentes et à amener l'Est à la vitesse supérieure sans ralentir l'Ouest qui, à ce moment-là, se portait très bien. Au début, malgré tous les efforts déployés, l'Ouest a connu un véritable essor tandis que l'Est prenait encore plus de retard, car les entreprises compétitives de l'Ouest ont pu racheter des usines et des équipements qui avaient été privatisés alors qu'ils étaient auparavant détenus et contrôlés par l'État socialiste. L'Ouest a également eu accès à un plus grand nombre de travailleurs, car toute personne ayant des compétences pouvait gagner beaucoup plus dans les industries existantes à l'Ouest, si bien qu'un demi-million d'Allemands ont fait la navette tous les jours pour aller travailler à l'Ouest. La croissance rapide de l'Ouest combinée à l'augmentation de la masse monétaire causée par le lien entre les deux économies et au coût extrême de la transition de l'économie de l'Est a commencé à provoquer une inflation et à forcer les forces centrales allemandes à augmenter les taux d'intérêt pour ralentir l'économie jusqu'à ce que tout se normalise. Aujourd'hui encore, l'Allemagne de l'Est n'a toujours pas rattrapé l'Ouest et jusqu'en 2008 environ, cette économie difficile a valu à l'Allemagne le titre de « homme malade de l'Europe ». Après 2008, lorsque presque toutes les autres économies avancées d'Europe ont connu des difficultés bien pires à cause de la crise financière mondiale et de la crise de la zone euro qui a suivi, la plupart des gens ont abandonné ce surnom. Tout au long de cette période, l'Allemagne a pu compter sur ses énormes industries d'exportation pour assurer son fonctionnement. Mais elle est aujourd'hui confrontée à une nouvelle série de défis, avec un commerce mondial de plus en plus fragmenté, ainsi que le ralentissement des dépenses de consommation et des investissements des entreprises dans tous les biens et services qui font la renommée de l'Allemagne. Mais, s'il existe une économie au monde capable de surmonter des perturbations de ce type, l'Allemagne a certainement prouvé qu'elle était un candidat de premier choix. Il est maintenant temps de placer l'Allemagne 4e économie mondiale sur le classement de l'économie expliquée. En commençant comme toujours par la taille, l'Allemagne a un PIB de 4,26 billions de dollars,
ce qui la place juste derrière le Japon et juste devant le Royaume-Uni en tant que 4e plus grande économie du monde. L'écart entre ces pays et les véritables superpuissances économiques que sont la Chine et les États-Unis reste important, et l'Allemagne obtint donc un 9 sur 10. Le PIB par habitant est très élevé grâce à l'accent mis par l'Allemagne sur l'optimisation de la qualité de tous ses travailleurs. Bien que l'Allemagne soit une grande économie dotée d'une base industrielle diversifiée, elle peut se targuer d'un PIB par habitant de 51 204 $, ce qui la place devant le Royaume-Uni et juste derrière ses pairs européens vraiment exceptionnels, comme l'Islande, la Norvège et la Suisse, qui sont tous beaucoup plus petits et davantage axés sur des industries spécifiques. L'Allemagne obtient donc un 8 sur 10. La stabilité et la confiance sont élevées, mais pas parfaites. L'Allemagne, pour le meilleur ou pour le pire, est devenue la pierre angulaire officieuse de l'Union européenne. Et bien que la région économique collective offre de nombreux avantages, elle signifie également que de nombreux problèmes nationaux individuels deviennent un problème pour tout le monde. Cette situation combinée à la forte dépendance de l'économie allemande à l'égard des exportations ne lui vaut qu'une note de 8 sur 10. Mais il s'agit tout de même d'un très bon score. Malgré tous les défis économiques auxquels elle a dû faire face, l'économie allemande est aujourd'hui environ 20% plus importante qu'il y a 10 ans. Ce n'est certainement pas une forte croissance, mais c'est mieux que beaucoup d'autres pays européens qui ne vont nulle part. L'Allemagne obtient donc un 4 sur 10. Enfin, en ce qui concerne l'industrie, l'Allemagne compte des dizaines d'entreprises de renommée mondiale à la pointe de leur secteur d'activité. Le pays s'est forgé une réputation qui lui permet d'ajouter de la valeur à ses produits simplement en les laissant fabriquer à l'intérieur de ses frontières. De plus, il n'est pas aussi dépendant qu'un petit groupe d'entreprises très importantes que des pays comme la Corée du Sud, dont l'économie d'exportation est tout aussi forte. L'Allemagne obtient donc une note de 10 sur 10. Au total, l'Allemagne obtient une note moyenne de 7,8 sur 10, ce qui la place en tête du classement de l'économie expliquée. Maintenant, si vous voulez connaître un problème qui risque fort d'affecter l'économie allemande dans un futur proche, regardez cette vidéo sur les protestations des Français concernant les retraites, car l'Allemagne finira sûrement par être confrontée exactement au même problème. Merci d'avoir regardé. Bye.